Nous sommes de retour pour la troisième partie de Face à nous, l'émission qui reçoit les leaders du continent, et nous sommes toujours en compagnie de son Excellence Alpha Condé, président de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Monsieur le Président, commençons cette troisième partie qui est consacrée donc aux questions africaines et internationales par un paradoxe. Le continent africain, c'est un continent à la fois le plus riche, mais qui a les populations les plus pauvres du monde. Pendant combien de temps allons-nous traîner, Monsieur le Président, ce paradoxe? C'est vrai que c'est un paradoxe d'avoir un continent potentiellement riche, mais le plus pauvre. Mais vous savez bien que cela aussi est lié à des conditions historiques. D'abord, l'esclavage qui n'a pas permis à l'Afrique de participer aux trois premières révolutions industrielles. N'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, la bibliothèque de Tombouctou avait plus de livres que la bibliothèque en France, que nous avons l'empereur Mali qui a fait le voyage jusqu'à la Mecque, en faisant même baisser le prix de l'or, etc. Mais l'esclavage, en vidant l'Afrique de ses forces vives, c'est-à-dire les plus jeunes, n'a pas permis un rare. Ensuite, nous avons eu la colonisation, bien sûr, mais aussi la mauvaise gouvernance, qui a fait que, objectivement, nous étions condamnés à être des pays fournisseurs de matières premières et des versoirs de produits finis. Donc vous ne pouvez pas vous développer quand vous ne pouvez pas transformer votre matière première, parce que les matières premières ne donnent pas beaucoup de plus-value. Sans transformer les matières premières en produits finis qu'on peut avoir des plus-values. Donc le défi que nous avons aujourd'hui pour sortir de cela, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire, maîtriser l'énergie, parce que je vous ai dit que 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie, 7 sur 10 n'ont pas accès à l'énergie au sud du Sahara. Nous n'avons pas d'infrastructure routière, chemin de fer, tout le monde sait le point de chemin de fer. Mais aujourd'hui, toute notre bataille, lorsqu'il y a eu le COP21, nous avons dit clairement que si nos revendications ne sont pas tenues en compte, on ne signera pas. Nous avons obtenu quand même aujourd'hui d'être accompagnés pour l'énergie renouvelable. Je suis le champion pour l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'Europe a permis de nous aider pour 10 mégawatts, et c'est moi qui pilote cela pour qu'on ait l'énergie renouvelable en Afrique. Deuxièmement, nous sommes en train de mettre en place, sous la direction du président Issoufou, l'intégration économique, parce que le commerce entre les pays africains est très faible. Donc nous sommes conscients de ce retard. Mais nous avons une chance aussi, comme disait le président Mao, une mauvaise chose peut être une très bonne chose. Le retard de l'Afrique peut être notre avantage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la 4e révolution, qui est l'évolution, qui est l'économie numérique. Et cette économie numérique permet une accélération extraordinaire de l'histoire. Je peux donner un seul exemple. Avant, pour avoir un téléphone, il fallait tirer le câble, prendre combien de temps aujourd'hui, avec votre petit portable, etc., comme les ordinateurs. Donc, c'est pourquoi il est fondamental pour l'Afrique aujourd'hui de maîtriser les nouvelles technologies, donc l'éducation. Mais je suis optimiste parce qu'au niveau des nouvelles technologies, les jeunes Africains n'ont pas de retard sur l'Europe. Ils maîtrisent autant bien les réseaux sociaux, ils maîtrisent aussi bien. C'est seulement nous, en leur mettant à la disposition des écoles performantes, pour aller donc. Si nous avons une mauvaise situation, mais nous sommes quand même optimistes, évidemment, mais ça prendra du temps. Parce que faire les routes et les chemins de fer, ça prend du temps. Mais au moins, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous devons maîtriser le problème et ne plus être fournisseurs de matières premières et de déversoirs. Et demain, l'Afrique sera l'usine du monde parce que nous allons remplacer la Chine. Parce que la Chine, le prix de la main-d'œuvre augmente, donc il devient de plus en plus cher. Ils ne pourront pas être l'usine du monde. C'est l'Afrique qui va remplacer. N'oubliez pas non plus que nous sommes le continent le plus peuplé. En 2050, l'Afrique de l'Ouest sera plus peuplée que la Chine. Donc non seulement nous pourrons être l'usine du monde, mais nous serons aussi un grand marché. Toujours sur ce paradoxe, Monsieur le Président, ce paradoxe, c'est l'une des questions majeures pour l'Union africaine. Mais voilà la situation pour l'UA. L'UA reste largement dépendante du financement étranger, pour être exact, 73,79% pour ce qui est de l'année 2017. Quel regard portez-vous sur cette dépendance? Je pense que si vous avez suivi le sommet de Kigali, nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons chargé le président Kagame de nous faire des propositions et nous avons décidé que désormais l'Union africaine va assurer son autofinancement. C'est là où nous avons lancé la nécessité de consacrer 0,2% des importations du continent au financement. Il y a déjà 10 pays qui ont ratifié, qui ont mis dans leur loi de finances. Il y a d'autres pays qui ont plus de difficultés. Nous sommes en train de discuter pour financer le balancement. Et ces 0,2% dépassent largement les besoins de financement de l'Union africaine. C'est pourquoi nous avons proposé que ça sera fait, qu'une partie de ces fonds soit mis à la BAD pour le développement. Deuxième réforme importante, nous avons su que nous prenons des résolutions. Kagame a compté 150 résolutions sans effet. Donc nous avons décidé de limiter le calendrier à 1 ou 2 sujets et que le sommet des GIE soit un sommet de contrôle. Donc, pour que maintenant, lorsque nous prenons une résolution, que cette résolution soit effectivement mise en pratique. Nous avons pris, par exemple, l'année dernière, investi dans la jeunesse. Et vous savez que toute notre... en GIE, le président
Idriss Déby, qui était le champion pour cela, a présenté un programme pour l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous appelons les champions, l'Union africaine parle d'une seule voix. En ce qui concerne l'énergie renouvelable, je suis le seul qui parle au nom de l'Afrique. En ce qui concerne l'immigration, c'est le roi du Maroc, etc. En ce qui concerne l'agenda 2063, c'est le président Alassane, etc. Et nous disons aussi clairement que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Pas, c'est-à-dire que nous ne voulons pas collaborer, mais les problèmes européens sont réglés par les Européens, ce n'est pas les États-Unis qui viennent régler. Donc, notre problème d'abord, c'est de sortir de notre complexe et de savoir que nous sommes aussi capables que les autres de résoudre nos problèmes. Alors justement, l'Afrique est peut-être capable. Le budget 2017 de l'UA, c'est 782 millions de dollars, compte tenu du sous-sol extrêmement riche de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique n'est pas capable aujourd'hui de rassembler cette somme? C'est pour mobiliser cela que nous avons décidé que chacun de nos pays consacre 0,2% de ses importations. Nous avons déjà mis dans nos lois de finances, je pense, le Tchad l'a mis, le Rwanda a mis, la Côte d'Ivoire a mis, etc. Donc, avec ces moyens, nous aurons des fonds largement supérieurs à 700 000 dont vous parlez. Justement, cette taxe de 0,2% sur les importations de produits non africains doit entrer en vigueur en 2018, hein, vous l'avez dit. Vous l'avez dit aussi, seulement 10 des 55 États seraient prêts à mettre en œuvre. Non, j'ai dit 10 États pour le moment, l'ont mis dans leur main. Pour l'instant, mais cette mesure est quand même prise avec réticence avec les poids lourds du continent Afrique du Sud, Égypte. Comment est-ce qu'une telle mesure peut aboutir? Le Nigeria est un poids lourd, le Nigeria est déjà d'accord. Nous avons discuté avec nos frères égyptiens. C'est évident que les 0,2% peuvent opposer à certains pays. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons fixer un plafond. C'est-à-dire si, par exemple, tel pays qui a accepté, qui paye, par exemple, X, donc tous les autres pays seront alignés sur ce plafond-là. Pour le moment, ce n'est pas les poids lourds, c'est l'Égypte, c'est l'île Maurice, c'est la Tunisie, c'est la Tunisie et un peu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne mettrait pas en cause les 0,2%. Ils disent qu'il y a eu d'autres réformes qu'on a laissées. Pour le moment, là où on est, c'est l'Égypte, c'est la Tunisie, c'est l'île Maurice. Or, l'Union africaine a quand même comprend 54 États. Et il y a déjà 10 qui ont mis dans leur loi de finances, ça veut dire, d'autres le mettront dans leur loi de finances. Enfin, il faut un départ à tout. Ça a été adopté l'année dernière. C'est-à-dire, la loi, cette forme a été adoptée en janvier 2017. Et déjà, en octobre, nous avons déjà 10 États qui l'ont mis dans leur loi de finances. C'est-à-dire, en moins d'un an, il y avait déjà 10 pays qui avaient mis dans leur loi de finances. Alors que ça n'a été adopté qu'en janvier 2010, fin janvier 2017. Mais Monsieur le Président, est-ce que les partenariats qui existent entre certains pays africains et d'autres pays non africains ne risquent pas de compromettre justement cette taxe que vous avez instaurée? Je prends l'exemple du Cameroun qui a un partenariat avec l'Union européenne. Est-ce que ce genre de partenariats ne vont pas compromettre justement l'instauration de cette taxe? Que le Cameroun a voté la résolution. Donc c'est qu'ils savent très bien que ça ne va pas empêcher. Le Cameroun a voté et le Cameroun ne conteste pas les 0,2%. Alors, évoquons un autre sujet de l'actualité, Monsieur le Président, notamment la crise au Zimbabwe. Quelle est aujourd'hui, Monsieur le Président, la position de l'Union africaine que vous présidez? J'étais à Bonn, le jour même, nous avons fait un communiqué pour dire clairement, nous condamnons le coup d'État. Et nous demandons aux militaires de retourner dans les casernes. Nous sommes contre la prise de pouvoir par la force. Maintenant, il est évident qu'il y a des problèmes réels. Des élections doivent avoir lieu l'année prochaine, mais il y a quand même des problèmes internes. Quand certains, quand même, qui ont été des grands combattants, qui ont participé avec Mugabe à la libération de ce pays, quand ils sont mis à l'écart et qu'il y a une tentative de capter le pouvoir par des gens qui n'ont pas lutté, qui n'ont aucune légitimité, il est bien que ça pose un problème interne. Mais ce problème interne doit être réglé politiquement. Nous ne fermons pas les yeux sur la situation actuelle du Zimbabwe. Et il faut qu'il y ait des conditions saines pour qu'on ait les élections l'année prochaine. Mais cela doit être résolu par la voie constitutionnelle, non pas par la prise de pouvoir par l'armée. Donc nous avons été très clairs, c'est un coup d'État. Quand l'armée dit non, nous voulons protéger Mugabe des gens, nous disons non, c'est un coup d'État. La crise a été créée, la volonté de certains de vouloir éliminer des gens quand même qui étaient des grands combattants qui ont quand même amené ce pays à l'indépendance. Le président Robert Mugabe, c'était donc le héros de l'indépendance. À quel moment de héros, on a basculé vers une figure contestée? Dès que l'Occident a basculé vers une figure contestée, nous avons toujours considéré Mugabe comme un héros et comme une fierté de l'Afrique. Ça, c'est la presse occidentale. Mais, vous savez, lorsqu'il y a eu l'accord de Lancaster, l'Angleterre s'était engagée à indemniser tous les propriétaires anglais des terres
pour que Mugabe puisse faire la réforme agraire. Est-ce que l'Angleterre a donné $1, une livre? Donc il faut d'abord voir l'histoire. Quand on prend des engagements pour dire nous allons indemniser, parce que toutes les terres étaient accaparées, 90% des terres étaient aux mains d'une petite minorité. Et les religions à l'époque étaient exclus. Donc ils sont engagés à financer pour que Mugabe puisse faire la réforme agraire. Ils n'ont pas donné une livre sterling. Et Mugabe, au départ, tout le monde disait c'est un héros. Non seulement, pas seulement politique, il a géré, il a fait en sorte que des Blancs continuent à gérer, mais aussi que les Noirs rentrent. Mais malheureusement, s'il a accord avec l'autonomie, une partie des terres, il a eu la réforme agraire, les Blancs auraient été continués. La preuve, la production de tabac a augmenté, etc. Mais quand l'Angleterre n'a pas respecté ces accords, donc ils ont trouvé que Mugabe a été obligé d'envoyer une force. Et ensuite, il a été combattu. Ensuite, à partir de ce moment-là. Donc, il s'est trouvé dans une situation de confrontation. Mais là, on oublie l'histoire. Alors, Monsieur le Président, une question qui remue en ce moment les populations africaines et notamment les jeunesses africaines, c'est la condition des migrants en Libye. Vous avez d'ailleurs condamné le fait qu'il existe des marchés de vente d'esclaves aujourd'hui en Libye. Peut-on espérer que l'Union africaine aille plus loin? Peut-on attendre des résolutions concrètes de l'Union africaine? Il ne s'agit pas seulement de faire des résolutions. Il s'agit de discuter avec nos amis de l'Europe. J'ai échangé tout à l'heure avec Mme Mogherini, donc responsable de la politique extérieure. Nous avons dit clairement qu'avant même de parler d'esclavage, pourquoi on demande à la Libye de confiner les immigrants quand on sait qu'il n'y a pas un gouvernement en Libye, qu'il y a des milices. Donc déjà, qu'il n'y a pas les conditions objectives en Libye pour pouvoir garder des volontaires à l'immigration dans des conditions décentes. Avant même de parler de l'esclavage, dans quelles conditions sont ces gens-là? Ils sont dans des conditions inhumaines, si vous les avez écoutés. Plusieurs dans une chambre, pas d'eau, pas de nourriture, etc. Donc, c'est déjà la responsabilité de l'Europe d'avoir décidé de confiner les gens en Libye, alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de gouvernement en Libye capable de les maintenir. Donc, il faut que nous dénoncions cela, que l'Union européenne ne sont pas d'accord. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité surtout africaine, ce qui se passe actuellement en Libye? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation économique actuelle, concrète de l'Afrique, est-ce que nous pouvons empêcher les gens d'immigrer quand ils n'ont pas d'emploi en Afrique? Alors justement, quelle est votre stratégie réelle pour s'attaquer à la racine même de ce problème-là, Monsieur le Président? Je vous ai dit que nous avons engagé la bataille. Le président de la BAD l'a bien exprimé dans les 5 priorités. Nous avons dit la maîtrise de l'énergie qui va nous permettre de transformer nos matières premières agricoles et minières sur place, donc l'industrisation. Deuxièmement, les infrastructures routières et ferroviaires pour pouvoir développer. Un pays ne peut pas se développer sans ces infrastructures. Troisièmement, l'éducation, la maîtrise des nouvelles technologies. Quatrièmement, la santé. Donc nos objectifs sont très clairs aujourd'hui. La volonté politique existe pour accompagner ces objectifs. La preuve, avant le COP21, nous étions à Johannesburg. J'ai fait faire une pétition signée par tous les chefs d'État africains qu'on a envoyée au président Hollande en disant si nos préoccupations ne sont pas prises en compte, aucun de nos États ne signera. Et nous avons envoyé la copie à nos ministres en disant aucun de vous ne signera le COP21. On a tenu compte de nos principes dans l'électrification. Il ne faut pas que le CO2 dépasse 1,5%. Nos 3 revendications ont été prises en compte aujourd'hui, mais c'est une bataille constante. C'est une bataille constante, c'est-à-dire entre nous et nos partenaires. Monsieur le Président, est-ce que vous entendez aborder effectivement la question du drame libyen au prochain sommet Union européenne-Afrique? Il faut que nous prévoyons dans la réunion une journée consacrée à ce problème. Mais il ne faut pas non plus que le problème de la Libye vienne occulter le problème de fond qui est l'emploi jeune. Où nous disons aux Européens, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'immigration, il faut résoudre le problème de l'emploi jeune. Mais il est évident que nous avons demandé qu'on ait le débat sur ça. Et aujourd'hui, dans le communiqué commun que nous allons faire, on mettra dans le communiqué commun qu'au niveau de la rencontre d'Abidjan, il y aura un débat consacré à ça, avant la réunion sur la jeunesse. Monsieur le Président, toujours sur ce drame qui se passe donc actuellement en Libye, vous demandez donc que les autorités libyennes fassent la lumière sur cette affaire. Est-ce que d'ores et déjà vous êtes en contact avec le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj? Vous savez, la Libye, nous disons des autorités, je ne cite personne. Parce que la Libye, le pouvoir, c'est très compliqué. Absolument. Ou bien le maréchal Khalifa Haftar, puisque... J'ai dit des autorités libyennes. Maintenant, je n'ai pas dit qui est qui. C'est à nous à faire en sorte que toutes les autorités concernées puissent être saisies et qu'on discute avec eux. Est-ce que vous êtes rentré en contact déjà avec eux? Mais je vous ai dit que je les ai tous reçus, tout à l'heure j'ai dit que je les ai tous reçus en Guinée. Tous, ensuite, le président Sassou les a reçus. Et dernièrement, on a eu une réunion avec tout le monde à Brazzaville, un sommet à Brazzaville. Donc, on a adopté, dès janvier 2017, nous avons adopté une feuille de route. Et nous avons prévu de réunir au moins 500 personnes, tous les chefs
politiques, tous les chefs de tribu, pour qu'on arrive à un gouvernement d'union nationale. Cette feuille de route a été confiée à un comité de haut niveau dirigé par le président Sassou, et nous avons fait une réunion il y a 2 mois à Brazzaville. On a suivi de très près cette actualité, mais je parle vraiment de ce qui se passe sur cette vente, ce commerce. Mais nous sommes en contact avec les différentes forces politiques. Et nous allons discuter avec tout le monde, pas seulement Sarraj, pas seulement. Mais si vous dites avec Sarraj, et si nous ne sommes pas avec Sarraj, si vous dites Haftar, si nous ne sommes pas avec Haftar, donc nous sommes en contact avec tous les groupes. Puisqu'on les a tous reçus, on a l'air communiqué, on est en contact avec eux, on dit ça avec eux tous pour dire c'est votre responsabilité de cette question. Si vous dites quelle possibilité a le président Sarraj aujourd'hui d'empêcher les gens en Misrata par exemple. Donc nous connaissons les partenaires, puisque tous sont venus, on a discuté avec eux, on les reçoit, y compris le conseil supérieur des tribus. Donc nous adressons à tous pour dire nous n'acceptons pas cette position-là. Ceux qui sont à tel endroit, il y a des forces qui sont là-bas, qui ne sont pas contrôlées par Sarraj. Donc nous adressons toutes les forces. Et puisque dans le débat que nous avons avec l'Union européenne, l'Union africaine, les responsables aussi seront là. Mais la Libye, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas un pouvoir central. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui contrôle la Libye. C'est la somalisation. Justement, c'est peut-être ça qui rend difficile, voilà, peut-être l'aboutissement d'une enquête concrète. Oui, sur cette mais question. à l'impossible, nul n'est tenu. Nous savons que c'est une situation difficile, mais c'est nous qui devons trouver... Pourquoi nous disons que c'est l'Union africaine qui va régler le problème de la Libye? Parce que nous n'avons pas d'agenda. Notre principe, c'est que l'indépendance, l'unité de développement de la Libye. D'autres, ils ont des agendas parce que certains veulent exploiter les richesses de la Libye, d'autres que la Libye concurrent. Les Libyens savent que nous n'avons pas d'agenda. Notre seul agenda, c'est la paix, le développement de la Libye. C'est pourquoi ils font confiance à l'Union africaine. Monsieur le Président, permettez-nous d'insister. On a le sentiment, mais ça ne s'adresse pas directement à vous, que beaucoup de dirigeants du continent n'ont pas conscience de la gravité de ce qui se joue en Libye. Est-ce qu'on peut compter sur votre engagement en tant que président en exercice de l'Union africaine pour faire en sorte que la mobilisation soit continentale et que les dirigeants, l'ensemble des dirigeants du continent prennent ce problème à bras le corps pour trouver ne serait-ce qu'un début de solution? Je peux vous garantir que l'Afrique parle d'une seule voix et que sur le problème de la Libye, nous parlerons d'une seule voix. Regardez un problème aussi compliqué que le conflit dans le Golfe. L'Afrique a parlé d'une seule voix. Nous avons dit, voilà la position de l'Afrique, et c'est la position de l'Union africaine aujourd'hui. Donc sur cette question, il n'y a pas un en retard ou pas en retard. L'Afrique parlera d'une seule voix. C'est inadmissible et c'est inhumain et ce n'est pas possible qu'au XXIe siècle. Donc tous nous sommes conscients et l'Afrique parlera d'une seule voix pour dire qu'est-ce que nous voulons en Libye, pourquoi nous allons nous battre pour que ça cesse. Et ça, je vous fais garantir que ce sera tous les chefs d'État, puis on parlera d'une seule voix. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous allons vous prier de regarder la caméra et de livrer votre message, le message que vous avez à donner, à envoyer à l'ensemble du continent en tant que d'abord président de la Guinée et président en exercice de l'Union africaine. Je pense que ce n'est pas à l'ensemble du continent, c'est aux jeunes et aux femmes que nous nous adressons. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est les couches les plus vulnérables qui sont victimes de chômage, de violences, de torture, de viols, etc. Et par ça aussi, qui sont entraînés par désespoir, par les mouvements terroristes, et donc ils perdent leur vie. Donc c'est une situation dont nous sommes très conscients. Il est évident que ce n'est pas... nous n'avons pas dit que nous allons des ressources de façon miraculeuse. Nous allons d'abord nous organiser militairement pour nous battre comme le G5, parce que c'est les Africains réellement qui peuvent se battre pour l'Afrique. Puisque nous avons 20 000 casques bleus au Congo qui sont là depuis 20 ans, on voit les résultats. Mais nous sommes conscients aussi qu'on ne vaincra pas le terrorisme par les armes. Bien sûr, nous allons les endiguer, mais pour vaincre le terrorisme par les armes, la solution c'est la lutte contre la pauvreté et le développement du pays. C'est pourquoi nous disons à nos partenaires, le changement climatique, nous ne sommes pas responsables, nous sommes des victimes. Le changement climatique amène le renseignement des ressources, par exemple le lac Tchad qui a perdu 90%. Le renseignement des ressources amène la pauvreté amène l'immigration et le terrorisme. Donc c'est une situation objective aujourd'hui que nous vivons, nous en sommes conscients et nous allons nous battre effectivement pour que progressivement on puisse mettre fin et que les jeunes africains ne pensent pas venir au paradis en venant en Europe,
mais qui trouve le paradis en Afrique. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été dans Face à nous, l'émission qui reçoit les décideurs du continent. Je rappelle que vous êtes le président de la Guinée et président en exercice de l'Union africaine. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Face à nous, l'émission qui reçoit les leaders du continent. Merci à vous également d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Face à nous.